Bonjour et bienvenue à Pack de Potes. Alors moi c'est TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby et je suis très content d'être là avec mon ami deuxième ligne de 2 mètres qui a joué en Pro D2 avec le Racing 92, c'est Théodore de Saint-Rémy. Eh oui, c'est moi, fidèle au poste, deuxième ligne de devoir et surtout d'amitié. Et bon. Toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Je pense que Charlie, il est sur le retour de Hellfest après 10 jours de Hellfest. Donc, peut-être il va nous débriefer après les matchs en Japon. Ça devrait être assez sympa de savoir comment ça se passait, tout ça. Allez, on est là aujourd'hui pour parler de finale très, très vite parce qu'on a un super entretien encore avec un pote de notre pack. C'est Miguel Fernandez. Donc, Miguel est un agent sportif depuis plus de 20 ans. Il travaille avec beaucoup de nos joueurs sur le 15 de France. Donc, il connaît tout le monde dans ce monde de rugby. On a déjà fait un entretien avec lui, c'est l'épisode numéro 47 sur son métier d'agent. Et là, aujourd'hui, il va nous régaler parce que c'est une période très busy pour lui, avec des signatures de plein de contrats en ce moment. Donc, on va parler un peu de ce côté business de rugby, les contrats, le salary cap, les projets des équipes, les mouvements, ce genre de choses. Donc, bien sûr, on va rigoler aussi. Allez Théo, je peux faire ma petite minute américaine ? Mais bien sûr, Ticket, tu as toujours le droit de faire ta minute américaine. T'es gentil. Écoute, il y a des choses qui se passent en ce moment qui sont sont moins drôles, on va dire. Donc, je vous encourage, nos chers écouteurs, d'aller lire par rapport à tout ça pour vous informer. Mais bon, on reste un peu sur le côté positif. Au niveau de rugby, il y avait MLR, il y avait le final et c'était Rugby New York qui a gagné. Ah oui, donc les Guiltinis, non. C'était pas leur nez. Voilà, les Guiltinis, non, ils étaient même exclus parce qu'ils ont fait des petites bêtises avec le salary cap. D'ailleurs, on a justement, dont on va parler après. Non, et puis, moi, j'ai quand même un petit clin d'œil pour toi, Thierry, parce que je sais que quand tu étais jeune, tu habitais en Floride, tu habitais à Tampa Bay, ou en tout cas à proximité, si ma mémoire est bonne. Et Tampa Bay essayait de décrocher son 3e titre d'affilée en NHL. Et tu sais qu'on appelle ça la Stanley Cup là-bas, la ligue professionnelle de hockey sur glace. Eh bien, figure-toi qu'ils ont raté et ils ont permis à une équipe de Colorado de devenir championne pour la 3e fois de son histoire, mais pas 3 fois de suite. Donc, c'était soit 3e titre historique, soit 3e titre d'affilée. C'est tombé du côté du Colorado et non pas de la Floride, mon cher. Oui, donc j'habitais Tampa Bay et après Gainesville, mais je pense qu'il n'y avait pas de hockey sur glace en Floride à ce moment-là. Donc écoutez, si d'ailleurs ça vous intéresse, vous pouvez aller écouter dans le slot. Donc c'est un podcast en français sur le NHL, sur le hockey sur glace. Donc c'est des gars super sympas qu'on a eu ici à Pack de Potes. Allez, on va parler rapidement de ce final. Bien sûr. Allez, ce vendredi, c'était le final de Top 14. C'était Castres en bleu et Montpellier en blanc. Et ça démarre très fort avec un plaquage haut et un mini concours de « Je te tiens le maillot ». Le ballon tombe pas mal par terre pendant que les deux équipes se calment. Et c'est Montpellier qui mit la pression et récupère un ballon. Petit passe claquette, le 8 Mercer fait un coup de pied à suivre pour Arthur Vincent. Oui, j'espère que vous vous souvenez de lui, nos chers écouteurs. Arthur Vincent qui joue normalement au centre, il me semble. Il marque le premier essai, 5-0 qui devient vite fait 12-0 grâce à un essai d'un certain deuxième ligne, Verhaeghe. Les deuxièmes lignes, en général, des Blancs étaient en feu en ce match. Encore Arthur Vincent, lui, il offre le ballon d'essai à Anthony Boutier, on le connaît aussi, qui a passé sur l'équipe de France, 17-0 à 15 minutes, mais encore de coups de pied ratés. Est-ce que ça va être important plus tard ? À 20 minutes, c'est 20-0. Montpellier, c'est un montre suisse. Côté Castres, il faut mettre les pendules à l'heure. Le 11 bleu est vif, mais il fait beaucoup de fautes de main. Et Guirado est sonné, donc il doit sortir pour le match, comme le 10 argentin des Castrés. 23-3 pour le mi-temps. Casse sort de coma vers le 50 minutes et pendant 3 ou 4 minutes, on peut croire à quelque chose, mais Camara calme tout ça avec un joli grattage. Bon, je suis parti nettoyer un peu la cuisine jusqu'à Montpellier décide de rendre le match intéressant avec un carton jaune. Castres tape sur la porte encore, toc toc toc, qui est là ? C'est Boutier qui intercepte, petit course à pied et on est dans le 22 de Castres. Les Castrés reviennent à la charge et qui est là ? C'est Boutier encore avec une autre interception et retour de 50 mètres. Il est comme un flipper lui, il renvoie vite et loin. 70 minutes avec plus de 3 essais, les célébrations commencent. Est-ce que c'est trop tôt ? Il y a un petit essai chanceux de 12 de Castres, 26-10. Et ce match, pour moi, était l'opposé d'un Désiel. Rapide à démarrage, long à finir. Mais ça finit très bien pour Montpellier, qui a gagné leur premier bouclier de Brennus. Ouais, c'est un beau résumé avec un match... franchement, je ne m'attendais pas à une finale comme ça. Je pensais que ce serait plus disputé. Je crois que assez vite, le début de match
catastrophique, il faut quand même dire ce qui est. Les 20 premières minutes de Castres, en fait, ont été tellement mauvaises que ensuite ils ont eu beau être plutôt meilleurs en deuxième mi-temps. Ils partaient de trop loin, 23-3 à la mi-temps en finale. Honnêtement, le suspense était mort, même si tout peut arriver au rugby. Là, on a vite senti que c'était pas du tout le jour des Castrets. Pour reprendre un petit peu, deux, trois éléments. Le premier essai que tu évoques, d'Arthur Vincent, qui était un revenant, qui a quasiment pas joué de la saison, donc pour lui c'est une satisfaction extraordinaire, on peut vraiment le saluer. Il fait suite au départ, une attaque de Castres dans les 22 mètres montpelliérains, ballon perdu bêtement, et ça a été un festival de ballons perdus en première mi-temps du côté de Castres. Après ce ballon perdu, un jeu au pied de Boutier, quelques bons coups, plus le talent de Mercer qui fait un petit coup de pied en numéro 8, c'est quand même pas fréquent, et chapeau à lui aussi. Et c'est le premier essai. Et ensuite, pendant la première demi-heure, Castres était complètement sous l'eau, KO debout. Je sais pas comment on peut qualifier un début de match éliminatoire aussi raté que celui-là. Ça fait vraiment longtemps que ça m'était pas arrivé de voir ça. Et étonnant aussi de Castres, parce que c'est normalement une équipe, on va dire, qui boxe bien, quoi, qui reste toujours dans le match. C'est une équipe de corps à corps. C'est vrai que c'est une équipe qui n'est jamais, qui ne trahit jamais son esprit son espèce de fighting spirit. C'est un petit peu les Irlandais du top 14. Castres, ce sont des irréductibles. Et chez eux, au stade Pierre-Antoine, c'est vrai qu'ils sont injouables. Ils y ont pas perdu de l'année. Est-ce que c'est le fait d'avoir été délocalisés là qui les a perturbés? Peut-être. Il aurait fallu jouer la finale à Pierre-Rajon. Quoi qu'il en soit, ce qu'on peut dire, c'est que ils ont tout loupé dans cette première demi-heure. Ils partaient de trop loin pour y revenir après. Et puis, à l'inverse, Montpellier a un peu tout réussi. Mercer a été exceptionnel, Guirado était bon, tu l'as dit, les deuxièmes lignes étaient au diapason. Et puis après, pour un club qui est né en 86, c'est-à-dire c'est sans doute le plus jeune club en termes d'histoire de tout le top 14. Moi, j'avais joué contre eux au début des années 2000, ils étaient en Pro D2, ils étaient en train de monter, mais ils n'avaient jamais été en top 14 avant. C'est qui n'existait pas sur la carte du rugby. La grande équipe de l'Hérault, c'est Béziers, qui a 11 Brennus à son actif, et Montpellier, c'est son premier. Donc c'est quelque chose de... Ils étaient complètement dans l'ombre du rugby biterrois. Ils avaient perdu en finale en 2011, ils avaient perdu contre Castres en 2018, et en 2022, c'est leur tour. Je pense qu'il salue aussi une génération avec un mélange de joueurs d'expérience, comme Guirado, comme Ouedraogo, même s'il était sur le banc dans la tribune plus exactement, mais Payog également, et puis des jeunes joueurs comme l'Italien l'ouvreur, le Gabrizi, le petit Vincent, Boutier, qu'ils ont été chercher en Pro D2 il y a pas très longtemps. Et c'est cette mayonnaise-là, je pense, qui fait la réussite. On voit d'ailleurs les festivités qu'il y a eu après. Ce sont des festivités d'équipe qui est fière de fêter ça aussi sur son territoire, pour son public, avec une identité montpelliéraine qui commence à naître en fait. Ouais, moi je voulais dire bravo à Garbici aussi, parce que il a dit à la fin, il dit il faut un Italien pour gagner le Brennus à Montpellier. Je trouvais ça assez drôle. En plus, il parle bien français. Il parle très bien français, et c'est vrai que c'est un joueur qui porte un petit peu les espoirs de l'équipe d'Italie, on sait la difficulté qu'ils ont sur la scène internationale, donc pour lui ça va lui donner de la confiance, et c'est vrai que c'est très chouette de voir ce jeune joueur qui a pris le poste de numéro 10, là où finalement Altrad avant, qui est le président et le sponsor de la fédération maintenant, s'est quand même gouré pendant 10 ans avec des recrutements catastrophiques, avec un état d'esprit qu'on qualifiait un petit peu de mercenaires, etc. À un moment, il y avait 12 Sud-Africains sur 15 joueurs, et en fait, ça rimait à rien, cette équipe-là. Et ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient trompés. Je pense qu'ils ont eu la lucidité de voir qu'il fallait qu'ils repartent à zéro sur le plan de l'esprit d'équipe de cette équipe. Ils ont été chercher des joueurs un petit peu partout. Ils ont eu l'intelligence d'aller chercher aussi Philippe Saint-André, qui est un garçon profondément français, mais qui connaît bien les joueurs internationaux, pour avoir entraîné à Sale en Angleterre, et qui n'a pas eu que des succès. Donc ils ont fait confiance à énormément de gens revanchards. Et en fait, quand on est une bande de revanchards à qui on donne les moyens en leur disant on croit en vous, on croit en vous, on croit en vous, même si vous vous trompez, on croit en vous quand même, à la fin, ça peut payer. Voilà. Donc moi, je suis content pour cette équipe de Montpellier, qui est une équipe qui, jusqu'ici, ne m'inspirait pas grand-chose d'un point de vue sentimental. Et là, je trouve qu'ils ont fait
voilà un championnat tout à fait méritoire. Ils finissent deuxième de la phase régulière, une phase finale top et une finale de rêve, une finale en marchant sur l'eau. T'as cité les essais, l'essai de Boutier avec la petite passe redoublée d'Arthur Vincent avant est juste génial. L'activité encore une fois de Mercer, de Guirado qui a failli pas rentrer puis qui re-rentre et qui finit le match, etc. C'est vrai qu'à un moment les célébrations étaient un petit peu tôt. Ouais. Parce que on aurait presque eu envie que Castres renverse la tendance et vienne gagner sur le fil. Je crois que ça aurait été une histoire encore plus incroyable que ce titre de Montpellier. Mais franchement, je trouve que Montpellier fait un très beau champion. Ouais. En fait, oui, il y avait plein de petites choses qui m'ont beaucoup ému à l'émotion d'Elissade, parce qu'il y avait aussi Philippe Saint-André qui voulait boire sa bière en live et Chabal disait oui, vas-y, tu mérites ta bière et tout. Et ouais, je trouvais ça vraiment chouette, tous ces larmes de joie, et j'ai bien aimé aussi Awas qui a présenté son enfant à Macron. Je trouvais ça assez marrant aussi. C'était super. Moi, j'ai deux choses que je voudrais souligner qui m'ont énormément plu et qui, pour moi, parlent de ce sport qui, à mes yeux, reste un sport différent. C'est dans la tribune du Stade de France, il y avait deux joueurs exceptionnels qui n'étaient pas sur le terrain. C'était Fulgence Ouedraogo côté Montpellier, qui a fait toute sa carrière dans ce club, qui est un enfant du club, qui a tout connu avec ce club. Et choix sportif de Philippe Saint-André, il l'a même pas mis sur la feuille de match. Je pense que ça a dû être un choix terrible à faire pour Philippe Saint-André, terrible à vivre pour Fulgence Ouedraogo. Et tu l'as vu après, néanmoins, n'avoir aucune amertume, fêter le titre avec ses copains, parce que c'est la victoire du groupe. Il a joué toute l'année, on lui a retiré ça, mais c'est aussi son bouclier. Et j'ai trouvé que c'était vraiment la classe. Et puis, il y avait un autre grand champion dans la tribune, il s'appelle Rory Cocotte, c'est un joueur qui joue à la mêlée, à Castres. Même chose, Santiago Arata, et puis ensuite le petit... je crois, comment s'appelle-t-il, Fernandez, qui est rentré à la mêlée, qui a été très bon d'ailleurs, le numéro 9 Castré qui a remplacé le titulaire. Ils étaient tous les deux là aussi choix sportifs sur la feuille de match pendant que Rory Cocotte était dans la tribune. C'est un gars qui a donné 10 ans de sa vie à ce club, qui a tenu la boutique d'une manière incroyable avec un leadership et un talent incroyable. Et là, il est interviewé à la fin du match. Pareil, pas d'amertume. Il parle de sa passion pour ce sport, pour cette ville, pour ce club qu'il a fait devenir français puisqu'il a joué en équipe de France et qu'il doit avoir la nationalité certainement. Et à la fin, il dit, parce que la journaliste lui dit, vous n'avez pas d'amertume, vous n'avez pas joué et tout ça, etc. Il dit, vous voyez, avec ce sport, etc., moi, ça fait quelques années quand même que j'ai des applaudissements, que tout le monde me dit qu'on m'aime, etc., que j'ai vécu des choses quand même, parce que des titres de champion de France, il en a eu. Et en fait... à quoi ça sert tout ça si à la fin on n'est pas un meilleur humain? Donc, sous-entendu dire aujourd'hui c'est pas le jour ni de l'amertume, ni de la haine, ni de la vengeance, ni de je sais pas quoi. C'est juste tout ce que m'a appris ce sport, tout ce que m'a donné ce sport. À quoi ça sert tout ça si on n'est pas un meilleur humain? Franchement, je trouve cette réponse extraordinaire. Je salue vraiment ce joueur que j'ai toujours admiré, et finir comme ça sur une note d'élégance, en fait, tout simplement. C'est aussi rendre à nouveau ces lettres de noblesse à ce sport. Moi, j'adore ces mecs-là, j'adore ça. C'est bien dit, Mathéo. Un peu dans la même veine, mais en fait, pour moi, j'aurais bien aimé voir Romain Poite pour arbitrer ce final comme il arrête sa carrière. Un pote de notre part qui a passé sur l'émission. Et petite dernière chose, est-ce qu'on peut arrêter en fait avec les pubs sur les shorts, en fait, sur l'arrière des shorts? Franchement, les pubs sur les fesses là, c'est pas très beau. Et parfois, il y a écrit quelque chose. Et bon, est-ce que tu peux vraiment le lire? Bon, bof, je trouve ça moyen. Moi, je suis contre les pubs sur les fesses, sauf si c'est une pub pour le pack de potes. Voilà. Ou éventuellement pour un peu plus léger, ce qui sur certains shorts pourrait vraiment être tout à fait adapté. Allez, après, il y avait quand même un concert d'un jeune monsieur que je connais pas. Il s'appelle Kenji Durack, je pense. Il était bien applaudi. Et en fait, tout à la fin, j'ai changé la chaîne. Et tiens, il y avait Hellfest sur Arte. Donc, j'ai voulu voir s'il y avait notre Charlie. Il y avait Scorpions qui jouait, mais je l'ai pas vu. Donc voilà, on va peut-être avoir un debrief de Charlie la prochaine fois. J'espère que Charlie est rentré vivant quand même du Hellfest, parce que 10 jours au Hellfest, Charlie, on l'a lâché là-dedans. Je sais pas si on a bien fait, franchement. Allez, on va passer tout de suite à mon entretien avec Miguel Fernandez. Vous allez voir, c'est vraiment top. Donc, merci d'être là avec nous. Revenez pour la prochaine épisode. Ça va être après la tournée en Japon, où on va parler, en espérant, de nos victoires. Oui, en tout cas, de nos matchs au Pays du Soleil, le vent. Japan Tour, with équipe de France.
Allez, tout de suite avec Miguel Fernandez. Aujourd'hui, nous sommes super contents de pouvoir recevoir à nouveau Miguel Fernandez. Miguel qui est agent sportif dans le monde de rugby depuis plus de 20 ans, directeur à CSM France et président de Interval, le syndicat des agents sportifs. Miguel est déjà passé chez nous à Pack the Pot, donc c'était l'épisode 47. Donc je vous invite d'aller revisiter cet épisode. Pour nous, Miguel, déjà, hello, comment ça va? Hello, bonjour, comment ça va? Tout va bien, tout va bien. Superbe, superbe. Pour nous remettre un peu dans ton monde à toi, en fait, dans le dernier épisode, tu as décrit ton métier d'agent sportif comme un conseiller, un grand frère, un avocat et un ami. C'est bien ça? C'est parfait ça me va comme définition. D'ailleurs, petite question, l'épisode 47 a bien marché ou pas? Bah très bien sûr. Voilà, c'est bon. En fait, c'est marrant parce que aujourd'hui, on va parler de plein de choses, plutôt les transferts, les changements des contrats, des choses comme ça. Mais honnêtement, je voulais juste une bonne excuse pour te réinviter sur l'émission pour avoir une opportunité d'échanger. Donc, ça fait plaisir que tu sois là. C'est gentil, merci beaucoup. Allez, on y va direct. Donc là, c'est la fin de saison de Top 14. Mais pour toi, c'est plutôt money time dans cette période de mai-juin. Oui, alors pour expliquer un peu comment fonctionne une année de travail d'un agent sportif, là, on va attaquer une période, ce qu'on appelle la période de signature des contrats, au format LNR, c'est-à-dire au format de la Ligue. Et en fait, c'est la conclusion de 8 mois de travail. Donc, c'est pour ça qu'on se déplace beaucoup en ce moment, puisqu'on fait des signatures en physique, etc. Mais les accords ont été trouvés en cours de saison, en fait, déjà bien avant, souvent. Donc, c'est une période qui est très serrée en termes de timing. Alors pour vous donner une idée un peu de comment on peut fonctionner, on va partir du principe que la nouvelle saison démarre juillet-août, donc période de vacances un peu, etc. Mais on démarre à partir de là et en fait il y a vraiment trois phases dans une année. La première phase qui va de août à décembre. En fait, tu fais le tour de ton réseau, des clubs, des joueurs, des entraîneurs, où écoute, tu établis ton relationnel, tu essaies de comprendre un peu comment ça fonctionne, tu vois un peu les nouveautés, tu prends un peu la température de l'écosystème. Et tu commences vers, septembre, octobre, novembre. Généralement, ça coïncide avec la tournée d'automne. Enfin, l'Autumn Cup maintenant, comme on dit, où tu commences à recenser certains besoins ou certaines envies de la part de clubs. La deuxième phase, on va dire donc après Noël jusqu'à mars-avril, où là réellement tu fais ton job d'intermédiation puisque tu as recensé un peu les besoins, donc tu mets en avant ce que tu penses être pertinent depuis ton réseau, et puis c'est là où généralement se conclut ce qu'on appelle les fameux pré-contrats. En fait, les pré-contrats, ce sont tout simplement des lettres d'embauche, c'est-à-dire le commitment d'un club et d'un joueur de travailler ensemble pour la saison d'après. Voilà. Et cette période-là, donc fin mai jusqu'à fin juin, voire début juillet pour les clubs qui changent de division, c'est là où on a la signature. Mais la signature ne reprend que les éléments que tu as déjà négociés par ailleurs. Voilà, il y a rarement des surprises. Après, il y a toujours des joueurs qui sont toujours à la recherche pendant cette période-là. Voilà, là, de manière très grossière, les trois périodes, en fait, les trois mi-temps d'un agent sportif. Mais normalement, le troisième un peu fêté aussi, parce qu'avec les signatures de contrat, on est assez content. Ah généralement, les signatures, c'est mes 3 minutes de bonheur, en fait. Et c'est les bons moments. C'est les bons moments, les signatures. Ouais, j'ai trouvé ça un peu bizarre dans le rugby où parfois on sait qu'un joueur va changer d'équipe l'année prochaine au milieu de saison et par rapport à un autre sport, en fait, on a toujours dans un autre sport, c'est plutôt fin de saison, on a tout le parti de période de contrat. Pourquoi c'est différent à ton avis? Alors, il y a deux choses. Enfin, comme ça, spontanément, il y a deux choses. D'abord, on n'a pas de période de mercato. Tu vois, le fameux mot italien qu'on utilise dans le football, où là, effectivement, tu as deux fenêtres pendant la saison très précises. En rugby, tu n'as pas de mercato, tu peux signer un joueur n'importe quand dans la saison, ou en tout cas faire une lettre d'embauche, une promesse d'embauche, un fameux pré-contrat, n'importe quand. Ça, c'est le premier point. Ensuite, écoute, ça a souvent été comme ça. Il y a eu des mesures qui ont été prises par la Ligue il y a quelques années pour justement éviter certaines confusions ou certaines
difficultés en termes de communication, parce que c'est jamais simple de jouer avec quelqu'un dont tu sais qu'il sera plus là la saison prochaine. Mais moi, ça fait 22... On m'a souvent posé cette question, tu vois, des présidents ou des journalistes m'ont dit, mais c'est pas un peu compliqué pour les joueurs ou pour les entraîneurs? Objectivement, depuis 22 ans que je fais ce métier, je n'ai jamais connu un joueur qui n'était pas à 100% quand bien même il était sur sa dernière année de contrat, quoi. Jamais. C'est jamais arrivé. Ouais. Ce qui est compliqué, je pense, c'est plus pour les clubs en termes de communication. Quand tu prépares une campagne d'abonnement, quand tu prépares, si tu veux, ta communication vis-à-vis des sponsors, vis-à-vis de tes partenaires, c'est jamais simple de savoir que X, Y, Z ne sera plus là la saison prochaine. Je pense que c'est plus côté club où c'est un peu plus compliqué. Côté joueur, il y a rarement de problème en fait. Ouais, j'ai trouvé que l'année dernière, je pense que les grandes nouvelles, c'était Ficou qui partait de Stade Français pour aller vers Racing. Et en fait, je trouvais il y avait un moment où c'était pas vraiment, les gens étaient pas trop gentils. je trouvais ça normal. Si j'ai l'opportunité de faire mon nouveau travail plus rapidement, tant mieux. Ouais, donc je trouvais ça un peu compliqué pour lui quand même. Ouais. Alors tu sais, c'est marrant parce qu'à cette période-là, on avait été sollicité par des journalistes qui me disaient, enfin, tu te rends compte, il va traverser le périph', il va aller dans un club en plus. La rivalité entre le Stade Français et le Racing, elle a plus de 100 ans, etc. Et j'avais posé la question en cours de saison, tu vois, c'était un peu. Et j'ai posé la question à un journaliste, je lui fais, mais dis-moi, si toi demain on te propose d'aller au New York Times pour mieux, dans de meilleures conditions ou au moins conditions équivalentes, est-ce que tu hésites? Et généralement, les journalistes ils disent ouais, non, enfin bon, voilà, c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, jouer au rugby professionnellement est un métier. Tu as des employeurs que sont les clubs, donc forcément, c'est l'offre et la demande. Après, il faut le faire de manière assez subtile et ouais, de conserve avec toutes les parties. Mais c'est assez drôle parce que tu sais, il y a à peu près 1000 joueurs professionnels de rugby. Si tu comptes quelques espoirs qui s'entraînent régulièrement avec l'équipe première, on va arriver à 1200. Et on retient les 5 cas où effectivement le gars change de club en cours de saison. Et après, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que si le deal fonctionne, c'est parce que tu as un club qui souhaite se séparer d'un joueur, tu as un autre club qui veut recevoir ce joueur, et tu as le joueur au milieu qui est content de faire le deal. Donc tout le monde est content. Tout le monde est content. Donc je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, enfin je comprends pas, je fais faussement le naïf, mais c'est jamais un problème quand un joueur quitte un club. Puisque de toute façon, tout le monde est d'accord. Et tu sais, il y a deux raisons pour lesquelles, objectivement, moi j'ai toujours considéré qu'il y avait deux bonnes raisons pour lesquelles un joueur devait quitter un club. Soit parce qu'il est viré, et là il n'a pas le choix, soit parce qu'il a fait le tour du projet. C'est-à-dire qu'il souhaite soit un challenge plus ambitieux, soit parce qu'il est en fin de carrière ou parce qu'il n'a pas le niveau du club où il est, et il prend un challenge un peu inférieur. Toutes les autres considérations, qu'elles soient financières, géographiques, ce que tu veux, je dis pas que c'est pas les meilleurs, mais c'est pas les critères prioritaires pour vouloir changer de club, à mon sens. Je pense que j'aimerais bien parler de cette idée de projet après, mais en fait, tu avais parlé de mercato. Est-ce qu'on a des trades en rugby? Ça arrive, mais c'est très très rare. La différence fondamentale, et tout le monde aura remarqué que tu as un joli accent américain, donc on va parler du sport américain. Les trades qui sont très, très courants aux États-Unis, juridiquement, c'est des choses complètement différentes. Il faut savoir que les franchises aux États-Unis possèdent les contrats. C'est un actif. Donc, elles possèdent les contrats. Donc, elles font ce qu'elles veulent. C'est vraiment du commerce au sens noble du terme. En France, le droit français, celui qui appuie sur le bouton in fine et qui donne son accord pour que ça se fasse, c'est l'employé. Donc, les trades, c'est un peu particulier, si tu veux. C'est vraiment très anglo-saxon et très américain, en l'occurrence. En France, ça marche pas comme ça. Nonobstant, une fois qu'on a dit ça, il m'est arrivé quelques fois de discuter avec deux présidents qui me disent, moi, je suis intéressé par tel. Coïncidence, le club B dit, moi, ça m'intéresse dans ce club-là d'avoir ce jeune, etc. Et là, effectivement, tu peux envisager, alors non pas un trade au sens américain du terme, enfin au sens NFL ou NBA, mais car ce sont des deals séparés. C'est-à-dire que l'un ne dépend pas de l'autre juridiquement. Tu ne peux pas subordonner la venue de quelqu'un au départ de quelqu'un d'autre. En droit français, tu ne peux pas le faire. En revanche,
voilà, d'un point de vue cosmétique, tu peux dire, en fait, il y a un échange, lui, il part et l'autre, il arrive. Mais ce sont, juridiquement parlant, 2 deals complètement différents. C'est l'opportunité qui te fait ça. C'est pas c'est pas une stratégie, en fait, de recrutement. Et dans le foot, je vois que parfois il y a des prêts de joueurs. J'ai vu par exemple, je pense que Georgian Joseph de Racing, il était prêté à Pau. Ouais. C'est fréquent ça ou ça le devient de plus en plus. Alors l'intérêt du prêt, c'est que en réalité, tu vas donner le temps de jeu qui est pour moi la seule et unique valeur d'un joueur. Aujourd'hui, la valeur d'un joueur, c'est le temps de jeu. C'est pour ça que je dis toujours qu'il vaut mieux être titulaire en Pro D2 que remplaçant en Top 14. Ta valeur n'est plus la même. Et en fait, l'intérêt du prêt, c'est de mettre à disposition du joueur une nouvelle organisation qui va lui permettre de développer son jeu, de trouver un temps de jeu, de trouver ses marques, de s'aguerrir. Pour moi, l'exemple qui me revient toujours en tête et que je trouve hyper pertinent, c'est ce qui a été fait pour Thomas Ramos, par exemple, qui était au Stade Toulousain, qui a été prêté à Colomiers, qui a fait une saison incroyable à Colomiers, qui a trouvé son rythme, son temps de jeu, sa personnalité de joueur, qui est revenu au Stade Toulousain et on connaît la suite derrière. Et Jordan Joseph, voilà, je suis convaincu qu'il aura la même trajectoire. Et je sais qu'aux États-Unis, on a cette idée de rookie, qu'on a un statut, on va dire, de première année. Mais en France et dans le rugby, dans ce système, on n'a pas cette idée de rookie, parce qu'on n'a pas le système universitaire. Il y a plein de raisons. Donc, mais à quel âge en rugby est-ce que quelqu'un est considéré comme un rookie? En fait, alors la notion de rookie, c'est assez marrant, mais je pense qu'on pourrait la coller, tu sais, à ces joueurs qui ont un contrat espoir et qui débutent avec l'équipe première. Juridiquement, en fait, pour que nos amis comprennent bien, les relations contractuelles entre un joueur et un club sont les suivantes. Quand il est au centre de formation, il a ce qu'on appelle une convention de formation. D'accord ? La convention de formation est un document entre un club et un jeune qui, en gros, stipule il fait partie du centre de formation, donc le club a des obligations de lui payer ses études, de le loger, de le nourrir, etc., éventuellement de l'indemniser un petit peu. Ça, c'est ce qui va perdurer jusqu'à ses 22 ans. Au-dessus de cette convention, suivant les performances du joueur, vient s'ajouter soit un contrat d'apprentissage, soit un contrat espoir, qui sont des contrats de travail. Il est toujours considéré comme appartenant au centre de formation, mais suivant les performances, il peut basculer avec les pros. Et donc, je pense que cette période-là, où il a un contrat espoir et qu'il est régulièrement avec les pros, c'est souvent des périodes de 2 ans, tu vois, pendant lesquelles il monte chez les pros, il redescend en espoir, etc. Il s'entraîne régulièrement. Ça peut être cette période de rookie, en fait, de jeunes joueurs pros. Au-delà des 22 ans, de toute façon, alors ça dépend un peu des années quand tu es né, parce que bon, c'est un détail calendaire, mais pour simplifier, au-delà de 22 ans, soit tu es pro, soit tu fais autre chose, quoi. Et là, par exemple, à 22 ans, tu peux avoir ton contrat pro, mais est-ce que tu peux l'avoir avant ? Tu peux signer une promesse d'embauche, ce qu'on appelle des contrats mixtes en fait, c'est 2 documents de toute façon, mais tu peux le signer de manière concomitante, à savoir qu'à 20 ans, aujourd'hui, tu es un joueur prometteur, le club continue à te signer en tant qu'espoir. Légalement parlant, c'est des contrats de travail, contrat espoir ou contrat pro, d'un point de vue légal, c'est la même chose, mais c'est les statuts qui sont différents. Et tu peux déjà t'engager avec le club de dire, voilà, je fais mes 2 ans espoir jusqu'à mes 22 ans et je signe maintenant la promesse d'embauche de devenir pro à partir de mes 22 ans. Donc le gars, il a 20 ans, il signe un contrat espoir de 2 ans et un contrat pro d'1 an, par exemple, ou de 2 ans, ou de 3 ans, enfin, voilà. Donc tu peux effectivement anticiper ce genre de choses. Ouais. D'accord. Et si on parlait de contrat alors, donc normalement en contrat pro, ça dure combien d'années ? Alors, le contrat d'un joueur professionnel, c'est ce qu'on appelle un CDD. D'accord ? C'est un CDD un peu spécifique, puisqu'il peut se renouveler plusieurs fois. Généralement, la moyenne, c'est des contrats de 2 ans. C'est assez court quand même, par rapport à d'autres sports, non ? On s'en rend pas compte, mais alors évidemment, parce que il y a les projecteurs, il y a le spectacle, il y a tout ça, mais c'est un métier qui est très précaire, en fait, sportif professionnel. Dans le rugby, je dirais 70% des contrats, c'est des contrats de 2 ans. Maintenant, de plus en plus, il y a une tendance qui commence à venir, à poindre son nez depuis quelques années, où on a des contrats de 3 ans, 4 ans.
Mais bon, voilà, c'est pour sur une population de joueurs très spécifique, soit extrêmement prometteur et tu as envie d'anticiper, etc. Mais voilà, la moyenne, c'est 2 ans. Ça engendre beaucoup de travail, en fait. Si tous les 2 ans, il faut renouveler tous les contrats de toute ton équipe, c'est pas mal de boulot quand même. Oui, mais je m'en plains pas. Oui, en sachant qu'en plus, il y a une particularité réglementaire pour le coup, qui peut intéresser certains de ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de mettre en relation un joueur et un club n'a pas le droit de contacter un joueur qui n'est pas dans sa dernière année de contrat. Oh. Ouais. Donc ça donne la main au club où est déjà le joueur, parce qu'en fait, par anticipation, ils peuvent couper court à toute possibilité. Ça, c'est un règlement qui date d'il y a 2 ans, je dirais. Un club n'a pas le droit de faire une offre ou de contacter un joueur qui n'est pas dans sa dernière année de contrat. Alors quand je dis qu'il n'a pas le droit, il peut le faire, mais il faut qu'il prévienne le club où est ce joueur, justement. C'est-à-dire que le président appelle l'autre président en disant, voilà, je suis intéressé par X, je vais le rencontrer, etc. Ok. Et sinon, il y a des pénalités et des choses comme ça? Oui. Ouais. À creuser. Si on parlait vraiment de ce contrat, alors, donc c'est payé comment? Je pense qu'en NFL, c'est par rapport à un match joué. Là, j'entends, c'est un contrat d'emploi, c'est un CDD. Est-ce que c'est un 35 heures? Je sais pas. Comment est-ce que c'est payé alors? On va commencer par le basique. Dans le contrat, assez logiquement, tu as le nom de l'employeur, le joueur, etc. Et la durée, d'accord? Donc 1 saison, 2 saisons, 3 saisons. Il faut savoir que tous les contrats dans le rugby démarrent au 1er juillet et se terminent le 30 juin de la saison d'après. Donc ça, c'est une saison sportive. Donc c'est un salaire, tu es payé tous les mois, comme n'importe quel employé. Tu as ensuite la partie variable, qui est négociée ou à négocier, qui généralement se base sur quoi? Sur effectivement le temps de jeu, nombre de matchs ou de minutes. Moi, j'ai négocié pas mal de contrats où en fait, le joueur recevait soit un bonus, soit une augmentation de salaire, qui était basée sur le nombre de minutes jouées. 300 minutes à l'année, 600 minutes, etc. En fait, tout dépend des paramètres et les critères que tu veux prendre. Ça peut être le nombre de feuilles de match sur laquelle tu es inscrit. Donc, tu as ces parties variables-là. Et ensuite, tu as les avantages en nature, qui sont participation au logement, billets d'avion, mise à disposition d'un véhicule, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, les fondamentaux du contrat. Ce qui vient ensuite sur un contrat type LNR, donc les contrats de travail, c'est le rappel au règlement de la mise à disposition des clubs pour les joueurs internationaux, pour leurs équipes nationales, quelles qu'elles soient, hein, pas que l'équipe de France, mais quelles qu'elles soient. Ensuite, le droit à la formation, enfin voilà, c'est tout le règlement aussi par rapport à un équipementier. Si par exemple tu as un joueur qui a signé avec une marque, tant qu'il est joueur de ce club-là, il ne peut pas porter cette marque-là. S'il y a une interview d'après-match, si l'équipementier est différent de celui du club, tant qu'il représente le club, il se doit d'avoir, si tu veux, l'équipement du club. La seule exception, c'est pour les crampons et pour les casques, où tu peux avoir un casque d'une marque ou des crampons d'une marque différente de celle de l'équipementier de ton club. Donc il y a un rappel sur l'article il y a un article qui rappelle ça dans le contrat. Après, tu peux avoir également dans les contrats, et ça fait le lien avec ce que tu me posais comme première question par rapport au transfert, des clauses libératoires. Par exemple, tu signes un joueur pendant 3 ans, et le club dit, ou le joueur souhaite que au bout de la 2e année, il ait la possibilité d'être libéré. Alors, généralement, il y a une clause financière. C'est-à-dire que le club dit, bah, OK, si jamais tu souhaites partir, déjà, on prévoit la séquence. C'est-à-dire qu'il faut que tu le fasses avant telle date. Ça, c'est important. Et effectivement, on dit qu'il y a une indemnité financière qui doit être payée au club. Voilà. Ce que je déconseille d'ailleurs, mais bon, ça c'est à titre perso. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Ah oui, il y a aussi une clause de libération si jamais le club change de division de manière descendante. Ah, ok. Un joueur de top 14, alors tous les clubs n'utilisent pas cette clause-là, et je veux faire injure à personne, mais au Stade Toulousain,
au Racing, à l'UBB. On utilise rarement cette clause-là, mais pour d'autres clubs, on peut l'utiliser. Et c'est une clause qui dit que si, à l'issue de la saison X, le club descend en Pro D2, le joueur a la faculté de se libérer de son contrat sans aucune contrainte. C'est ce qu'on voit avec Biarritz en ce moment. Exactement. Donc c'est normal et c'est accepté. Alors, Biarritz, c'est un cas particulier puisque le président Jean-Baptiste Aldiger refuse d'avoir ce type de clause. C'est son droit le plus absolu. Et les joueurs l'ont accepté. Donc en fait, les libérations que tu peux avoir à Biarritz, ce sont des libérations qui sont négociées en fait. Et est-ce qu'il y a par exemple un max contrat ou un minimum aussi ? Absolument. Alors il est variable suivant les saisons, mais globalement, pour donner une idée assez claire, tu as 35 contrats pro par club. Tu ne peux pas en avoir 36. Donc tu as 35 contrats pro et ensuite peuvent venir s'ajouter à cela des contrats espoirs. Il y a deux contraintes très fortes pour un club. C'est le nombre de contrats pro, donc en l'occurrence 35, et respecter le salary cap. Et là, le salary cap, c'est rock'n'roll. Pourquoi ? Alors, le salary cap, c'est la masse salariale d'un club. C'est-à-dire que tu prends le salaire brut de tous tes joueurs pro, ou espoirs d'ailleurs, et tu ne dois pas dépasser, alors cette année c'était 10,7 millions ou 10,3 millions par saison. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu divises 10,3 millions par 35, tu te dis, ouais, ça fait quand même des gros salaires bruts. Sauf que ça marche pas comme ça, évidemment. Donc, tu as des petits salaires, tu as des très gros salaires. Et on pourra discuter après. Je pourrais donner une notion de combien gagne un joueur de rugby en moyenne, parce que c'est multifactoriel. Mais le respect du salary cap est une véritable contrainte aujourd'hui, qui, moi, à titre perso, me pose problème d'un point de vue éthique. Ça va paraître bizarre qu'un agent sportif parle d'éthique, mais c'est-à-dire que quelque part, tu contrains un peu ou tu freines un peu la liberté de négocier de manière complète et entière. C'est-à-dire que si demain un joueur reçoit un courrier ou un mail de la part d'un club qui dit je suis désolé, je sais que tu vaux 100, mais je peux pas te payer plus que 70 parce que le salary cap m'en empêche, je me demande même légalement, je me demande jusqu'où ça peut être jouable, ça. Mais bon, là, on va dans une philosophie qui est... Le salary cap aux États-Unis, tu connais, il fonctionne que comme ça. Oui, et en fait, c'est marrant parce que c'est en faisant de recherche pour cette interview que je me suis rendu compte qu'il y avait un salary cap parce que je trouve qu'on parle pas de tout. Ouais. Dans le top 14, c'est pas un partie de la discussion. Et je sais que l'Angleterre, par exemple, dans le Premiership, en fait, ils baissent énormément. Ils ont baissé par, je pense, 20% pour l'année prochaine. Donc, ils passent à 5 millions pounds, livres, qui est pas la moitié, mais presque la moitié que la France quand même. Donc, en fait, j'avais une question là-dessus. En fait, premièrement, pourquoi on parle pas de salary cap ? Ça devrait être partie de la conversation. Et deux, est-ce que cette baisse, et je sais qu'en top 14, on va baisser jusqu'à 10 millions, en fait, c'est le projet pendant 2-3 ans. Et donc, en fait, on voit que, ils vont dépenser moins. Donc, il y a plein de questions autour. Pourquoi cette décision ? Et après, est-ce qu'il y aura un impact sur le marché du top 14, on va dire, avec plein de joueurs anglais qui sont libres maintenant, ou peut-être ils trouvent pas leur bonheur, ils trouvent pas leur paye, leur salaire qu'ils souhaitent en Angleterre. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, le salary cap anglais et le salary cap français est un peu différent, dans la mesure où le salary cap français, alors il considère, c'est pareil, à la base, c'est le salaire brut, d'accord, de tes joueurs. Mais dans le salary cap français, tu prends en compte les espoirs. Donc les 7, 8, 10 joueurs qui sont en espoir, tous les contrats espoirs entrent dans le salary cap. Ce qui n'est pas le cas en Angleterre. On parle vraiment du squad professionnel. Et en Angleterre, ils ont un système également qu'on appelle le marquee player. Parce qu'en NFL, on appelle ça le franchise player. Tu vois, c'est un joueur dont le salaire n'entre pas dans le calcul du salary cap. Un exemple français, quand Louis Picamol a signé à Northampton, il était un joueur marquee player, donc son contrat n'était pas comptabilisé dans le salary cap. Ce qui permet de faire des choses complètement en dehors de tout, comment on va dire ça, normalité financière par rapport aux autres joueurs. Donc, tu as cette possibilité. On n'a pas cette possibilité en France. Ça a été en discussion. Les présidents la Ligue s'est réunie à plusieurs reprises sur ce sujet. Et pour l'instant, il a été opté de ne pas avoir de marquee player. Tu as quand même une soupape
différentes au UK. C'est pour ça que les UK peuvent très bien attirer les plus gros joueurs de la planète sur ce coup de marquee player. Ensuite, pourquoi le salary cap baisse en définitive ? D'abord parce que les propriétaires de clubs ou les présidents de clubs, moins ils peuvent dépenser, plus ça les arrange, et en plus ils peuvent te dire c'est pas ma faute, c'est la faute du salary cap. C'est-à-dire que le salary cap, on n'en parle jamais dans la presse ou entre nous, mais c'est typiquement notre quotidien en tant qu'agent sportif. Aujourd'hui, notre préoccupation, c'est d'être certain que effectivement, on a un interlocuteur qui s'appelle le club en face, qui va pas être gêné par le salary cap. Mais c'est au quotidien, c'est-à-dire que tous les jours, quand j'ai les présidents au téléphone ou les managers, ils te parlent de salary cap. Donc c'est vraiment une contrainte très très forte. Au-delà, en plus, en France, parce qu'on ne fait jamais les choses à moitié, on a la contrainte du salary cap et des joueurs GIF. Oui. Ils baissent le salary cap. Principalement, personne n'ignore qu'on a connu quand même 2-3 ans économiquement très compliqués. Donc effectivement, je pense qu'il y a aussi une réponse à une adaptation à une situation économique. Ça, c'est une évidence, mais c'est vrai pas que dans le sport professionnel, hein, c'est vrai dans la vie de tous les jours également. Et je pense aussi, et ça c'est quelque chose de très subjectif, c'est une analyse perso, dans le rugby, on adore l'écosystème du foot, mais on le redoute en même temps. C'est-à-dire que on voudrait avoir la lumière et la place que prend le football dans les médias et dans la vie de tous les jours, mais on veut garder quand même notre spécificité et on veut pas non plus qu'on s'imagine que dans le rugby, les gars sont surpayés ou des choses comme ça. Tu vois, il y a ce côté un peu, c'est assez rigolo. Bon, pour moi, j'ai l'intime conviction que le rugby ne sera jamais à la hauteur ou à la dimension du football. Jamais. D'abord, le rugby n'est pas un sport universel. Il a des valeurs universelles, mais il n'est pas universel. Je le dis souvent, si tu veux devenir professionnel de rugby, tu le fais soit au Royaume-Uni, soit en France, soit un petit peu en Italie, je parle de l'hémisphère nord, alors qu'au foot, tu peux être professionnel en Belgique, au Guatemala, etc., etc. Donc, la dimension, la surface financière du foot n'a rien à voir avec celle du rugby. Donc, je pense que cette crainte, elle n'est pas très justifiée, en fait, de se dire attention, il ne faut pas qu'on prenne les dérives du football, le rugby business, il faut faire attention. Ça n'arrivera pas. Je ne sais pas si tu te souviens quand Cheslin Colby ou Ficou ont changé comme ça, il y a eu des transferts, on s'est dit oh là là, ça y est, ça devient... Oh, les transferts, ça a toujours existé dans le rugby, hein, même quand c'était amateur. Hein. Mm-hmm. Même quand c'était amateur. Aujourd'hui, tu avais le village de Trigasoil qui appelait un joueur qui habitait à Ploumazout et qui lui disait écoute, si tu viens chez moi, moi je vais te faciliter ton installation dans le restaurant où je te propose un job à la mairie, quoi. Ça c'est une question que j'avais parce que tu disais le salary cap ça pose un vrai problème, mais avec chaque problème il y a un peu de inventiveness, je sais pas le mot en français, mais on trouve des moyens de créativité. Pardon ? Créativité. Oui, donc ça force la créativité. Et donc quels moyens alors est-ce que des clubs deviennent un peu créatifs pour on va dire pas pour offrir d'autres choses qui juste l'argent qui est sur la table? En fait, il y a le salary cap et le contrôle du salary cap, parce qu'il y a un monsieur qui aujourd'hui est ce qu'on appelle le salary cap manager, qui contrôle, si tu veux, les clubs de manière très, très stricte, empêche ou interdit cette créativité. Parce que évidemment, ce qu'on a, toi et moi, à l'esprit, c'est de se dire, ouais, mais ils peuvent le payer offshore, ils peuvent, tu vois, les choses comme ça. Je dis pas que ça n'existe pas, mais je dis que c'est quelque chose qui n'est absolument pas, en tout cas pour ma part, abordé, quoi. Parce que là, au-delà des aspects fiscaux où c'est paiement, fuite fiscale, etc. Enfin, tu as des incidences. Il y a un véritable contrôle, donc il n'y a pas vraiment de créativité. La règle est simple, messieurs du top 14 et de la Pro D2, vous avez 10 millions ou 11 millions à dépenser sur les salaires de vos joueurs. Point barre. Donc, on revient alors sur cette idée de projet
d'une équipe en fait pour se différencier. Si en fait j'ai un seul levier en fait, c'est salaire dans un sens. Ouais. Cette question de projet il devient de plus en plus important. Est-ce que tu peux me parler par exemple d'un projet dont pas forcément maintenant mais dans le passé qui fait vraiment parler aux certains joueurs? Alors les joueurs les plus malins et les joueurs pas les joueurs, les clubs les plus malins projettent l'après-rugby aux joueurs en fait, ou aident pendant la carrière de joueur à ce que le gars réfléchisse déjà sur ce qu'il va faire derrière et l'aide sur la bascule post-carrière. Ça, c'est hyper pertinent. Il y a des clubs de top 14 qui sont très forts là-dessus. Et évidemment, ce ne sont pas forcément ceux qui sont en haut de l'affiche parce qu'ils ne peuvent pas lutter. Ils n'ont pas les mêmes moyens que les clubs qui sont en haut de l'affiche d'un point de vue financier. Donc, ils proposent aux joueurs d'accompagner sur des projets après carrière. Tu as des associations également qui participent à ça. J'ai eu le privilège d'être un des fondateurs d'une association qui s'appelle Néo Héros. Je fais un peu de pub, hein, tu m'en veux pas. Vas-y. Avec Raphaël Poulain et Jérôme Filleul, où en fait on donne des outils pour la prévention et l'accompagnement des sportifs de haut niveau. Alors pas que sur le rugby, hein, tous les sports. Parce que on sait que l'après-carrière est très compliquée dans beaucoup de cas et que c'est une petite mort en définitive quand tu arrêtes ta carrière de sportif. Et donc cette association, et on cherche d'ailleurs des boîtes qui peuvent nous aider parce que comme on est une association à but non lucratif, il faut quand même des moyens. Donc on met en place des outils qui peuvent être des contacts économiques, mais aussi des contacts, on va dire, dans le milieu médico-social, où on prévient à ces jeunes, on essaie de donner les outils aux jeunes futurs professionnels d'avoir les bons réflexes, d'avoir la bonne réflexion, la bonne préparation, et aussi d'accompagner des joueurs qui, parce que t'as des accidents t'as forcément des accidents de carrière. La blessure en est une déjà, par exemple. T'as pas mal de clubs, et notamment dans le rugby, qui proposent des accompagnements post-carrière et qui donc vendent non plus un projet de club, mais un projet de vie. Et ça c'est vraiment hyper pertinent. Ouais, ça a l'air intéressant ça. Je trouve que on a déjà eu sur ce podcast d'interviewer beaucoup de joueurs qui sont déjà, on va dire, dans leur partie après carrière. Et c'est vrai que en fait c'est pas évident. Est-ce qu'il y a, par exemple aux États-Unis, on voit beaucoup des joueurs de foot-am, par exemple de foot US, NFL, il devient propriétaire d'un dealership, d'un car dealership, par exemple aux States. Ouais. Est-ce qu'il y a un truc ou deux ou trois métiers que tu vois que des anciens rugbymen ils vont vers un certain voie? Ouais, alors pendant pas mal de temps, c'était assez classique, tu sais, le restaurant, le bar, tu vois, le commerce. Mais aujourd'hui, c'est vraiment, il y a pas de zone économique particulièrement visée par des joueurs de rugby. En revanche, ce que je sais, et ça c'est important de le faire savoir, et je le dis de temps en temps quand je croise des chefs d'entreprise, un sportif de haut niveau, et notamment un joueur de rugby, il n'est pas câblé comme tout le monde. Parce que quand il se lève tous les matins, c'est pour aller gagner sa place, et c'est pour faire mieux que ce qu'il a fait hier. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de salariés dans les entreprises. Donc, ce que j'explique à des chefs d'entreprise, je leur dis, voilà, ils sont pas codés comme nous, ils n'ont pas le même cerveau. Les gars, alors ce qu'on peut appeler, c'est des compétiteurs, tu peux appeler ce que tu veux, mais en fait, ils sont comme ça. Les sportifs de très haut niveau ont cette mentalité-là de toujours faire mieux demain que ce que tu as fait aujourd'hui. Après, la partie technique, l'apprentissage du métier, etc., ça, c'est ce qu'il y a de plus simple. Mais le comportemental d'un sportif de haut niveau, pour un chef d'entreprise, c'est juste exceptionnel. C'est marrant parce que j'ai pu interviewer une jeune femme qui était ancienne nageuse avec l'équipe de France, qui a un podcast qui s'appelle After Sport, et en fait elle fait des interviews par rapport à ça, par rapport à la carrière, mais pas juste dans natation, mais d'autres aussi. Et pour moi, tu prêches à les convaincus parce que je suis aux États-Unis, on sait très bien que si tu étais un grand sportif, bah forcément tu as des qualités autres. Pour être, si tu veux un bon commercial, bah aller choper. Je pense que Rémi Martin, il travaille maintenant dans le monde de commerce. Bah ouais, bah super, bah, quelqu'un qui a la niaque, qui se lève le matin avec l'objectif et qui a envie de gagner, bah, on a tous besoin de ça dans une société, je dirais. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. Juste un truc, pardon, pour illustrer mon propos par rapport aux carrières.
Donc, tu l'as rappelé en début de ce podcast, ça fait 22 ans que je fais ce métier-là. Et en 22 ans, j'ai croisé des milliers de joueurs. Je n'en connais que 4 qui potentiellement auraient pu s'arrêter de travailler après leur carrière. 4. C'est fou. Tous les autres ont besoin de travailler derrière. Il faut savoir qu'un joueur aujourd'hui en top 14, le salaire moyen, et c'est beaucoup d'argent, hein, attention, je ne suis pas en train de minimiser, je connais, c'est beaucoup d'argent. Un salaire moyen d'un joueur de top 14, c'est entre 14 et 15 000 euros par mois, ce qui est beaucoup d'argent. Mais ça ne te suffit pas pour t'arrêter de bosser. Voilà, si tu es intelligent, tu investis un peu et effectivement, tu peux te créer des revenus. Dans le football, en Ligue 1, et c'est pas le club c'est pas la ligue la plus riche. Au football, le salaire moyen, c'est entre 45 et 50 000 euros par mois. Ouais. Donc tu vois, le gap, il est juste monstrueux, quoi. C'est incroyable. D'ailleurs, sur ce sujet, le Premiership, je pense que c'est hier en Angleterre, en fait, ils ont sorti un salary cap report pour avoir plus de transparence dans les salaires. Après qu'il y avait des problèmes avec les Saracens, qu'ils ont apparemment trouvé des petits moyens de... Ils ont été créatifs. Oui, voilà, on va dire comme ça. Et donc, c'est assez intéressant si vous voulez chercher ça. Il y a des moyennes de salaire par poste, par âge, par expérience, et c'est assez marrant. Et je reviens sur le salary cap aussi. En fait, dans la MLR, il y a un problème aussi parce que le propriétaire c'est le même propriétaire pour le Austin Gilgronis et le LA Giltinis. En fait, s'est fait taper sur les mains parce que, en fait, il disait, apparemment, il savait pas qu'il payait trop d'argent. Donc voilà, il s'est fait disqualifier, en fait, pour la saison. À cause de ça. Ouais. Et on me pose aussi souvent cette question, c'est quels sont les joueurs les mieux payés en fait? Je parle pas de nom, je parle de profil. Et alors ça évolue, mais il y a toujours une tendance assez forte. Les deuxièmes lignes, les piliers droits, les gars de la charnière. Et après, tu as les spécificités. Si tu es buteur, si tu as le facteur X, si tu as quelque chose en plus. Et ça c'est le premier étage j'ai envie de dire de la grille un peu de salaire. Après tu viens te rajouter donc des compétences spécifiques, buteur, etc. Tu as le comportemental, c'est-à-dire que si tu prends quelqu'un qui est ni pilier droit mais qui peut être ni deuxième ligne mais qui a une influence sur le vestiaire, tu sais, c'est le fameux behavior, le fameux comportement, le leadership, ça c'est des choses qui se monnaient, mais on est dans la subjectivité complète. Et après, évidemment, tu as également le CV qui compte. C'est-à-dire que si tu vas signer un All Black qui a déjà gagné 2 Coupes du Monde, a priori, il a emmagasiné suffisamment d'expérience qu'il peut transmettre, quoi. Oui, j'entends Victor Vito là-dedans, la personne qui nous a mis en contact tous les deux, que je salue. En fait, en parlant de ça aussi, est-ce que, par exemple, on parlait de dans le contrat, si tu joues plus de minutes, un bonus et ce genre de choses. Aujourd'hui, on est surtout aux États-Unis, on est très stats et statistiques, et en rugby, c'est un peu plus difficile. Mais est-ce que tu étais déjà trouvé en train de, on va dire, justifier un de tes joueurs parce que tu dis, on regarde ce stat-là, ça montre son importance. Tu as parlé des choses subjectives, le leadership, mais est-ce que parfois il y a des stats qui t'aident? Complètement. De par la nature du jeu, le rugby c'est un gagne-terrain, donc à partir de là c'est quand même relativement simple. Donc il m'est arrivé de discuter avec des présidents qui recherchaient au-delà d'un joueur à tel poste des profils, et ces profils se traduisent par des statistiques. Si tu cherches un numéro 8 perforateur, porteur de ballon, la statistique que tu vas rechercher, c'est combien de mètres il a gagné, combien de collisions il a gagné, combien de plaquages il a cassé, combien de défenseurs il a battu. Tout ça, c'est des données qui sont collectées. Et je travaille avec une société là-dessus. Alors, je sais pas si je peux donner son nom, parce que sinon, on n'est pas soumis aux règles du CSA, non? Ça va. Alors, on va dire que c'est un secret de métier. Ouais, ok, voilà. Et effectivement, on a des stats là-dessus qui, pour le coup, donne un côté objectif à ton argumentation. Et ça, c'est hyper intéressant parce que des fois, tu as des vraies surprises. Quand tu dis, mais tu sais que ce joueur est celui qui a gagné le plus de mètres ou c'est celui qui a battu le plus de défenseurs. Et tu dis, ah bon? Ouais, je savais que c'était un bon joueur, mais ouais. Tu vois, tu rentres dans des détails et là, ça peut devenir très intéressant en termes d'argumentation. Mais est-ce que ça veut dire on va peut-être rentrer dans un air de Moneyball? C'est pas sûr si pour nos écouteurs qui n'ont pas forcément vu le film. Le stratège en France.
Oui, c'est avec Brad Pitt où en fait ça explique. En fait, c'est un super livre aussi, écrit par un gars qui. Un livre. Ouais, c'est Michael Lewis qui a aussi un podcast en anglais qui s'appelle Against the Rules, et c'est un gars qui aime bien chercher, aller bien, on va dire creuser un sujet. Et donc juste pour expliquer rapidement l'idée que en fait quelqu'un qui regarde plutôt des statistiques. Il y a de certains joueurs, ils trouvent des joueurs qui sont peut-être moins payés ou moins stars. Il investit dans toute une équipe comme ça qui finalement va gagner le championnat. Et apparemment, ce même système a été appliqué dans le foot anglais. Il me semble qu'il y a pas quelques années, ils ont appliqué ce système de Moneyball. Est-ce qu'on va vers ça dans le rugby aussi? Alors, je dirais oui, mais je vais quand même mettre un énorme bémol. Et je vais paraphraser. Alors, je ne sais pas si c'est Mark Twain ou si c'est Churchill qui a repris la citation, mais dans la vie, il y a 3 types de mensonges. Il y a les grands mensonges, les gros mensonges, les petits mensonges et les statistiques. Une fois qu'on a dit ça, moi, je pense que les statistiques sont une aide à la décision. Et c'est difficile de faire de la prédiction avec des statistiques. D'accord. Nonobstant, ça te permet d'avoir une photographie à l'instant T et de te dire, voilà, sur ces 6 derniers mois, voilà ce que ce joueur a réalisé. Donc, tu peux, à partir de là, effectivement, avoir un profilage qui se fait par rapport à ce joueur-là. OK ? Aller jusqu'au Moneyball type recruitment, ça me paraît... Aujourd'hui, je pense qu'on n'y est pas encore. Pour la bonne et simple raison, c'est que le rugby, c'est un sport de combat. Et qu'il y a une statistique que l'on n'a pas, c'est ce que tu as dans le cerveau, quoi. Et que c'est cette fraternité entre les joueurs, cette envie de se dépasser, ce leadership que tu peux avoir, etc. Là, il n'y a pas de statistique. Hein. Ouais, c'est pas juste taper dans le ballon. Eh oui, il n'y a pas de statistiques. Donc, je pense que c'est un peu des deux. Je pense qu'on a besoin des statistiques pour effectivement rationaliser un peu l'activité et la performance d'un joueur. En faire une projection, c'est quand même relativement compliqué, mais ça te donne quand même un profil. Voilà, si effectivement régulièrement tel joueur bat 30 défenseurs par saison, bah tu sais que a priori, c'est quelqu'un qui sur le duel, sur le 1 contre 1 est plutôt pertinent. Donc voilà, c'est plus pour moi un outil à la décision qui est hyper important. Mais après il y a plein d'autres choses. J'ai eu le privilège de croiser en 2007 un grand entraîneur d'une grande sélection. Et je lui avais posé la question dans le lobby d'un hôtel, on prenait un café, et je lui disais, dis donc, tu as à ta disposition les 50 meilleurs joueurs du monde, comment tu fais pour en sélectionner 30 ? Comment tu fais Parce que à chaque poste, tu as les 3-4 meilleurs joueurs du monde. Bon, c'est une équipe de rugby qui est tout en noir, je ne sais pas si tu vois. et il me dit, en fait, c'est assez simple, j'ai 2 critères. Il me le dit en anglais, c'est rugby wise, donc c'est qualité rugbystique, mais la plus importante, c'est le behavior, le comportement. Et il me dit, parce que le rugby, tu peux toujours l'améliorer. Le comportemental, c'est quelque chose qui est inscrit en toi, donc soit tu l'as, soit tu l'as pas. Et il me dit, voilà, moi, le comportement compte plus que le rugby. C'est intéressant. Tu vois, on parle de statistiques, et en fait, tu t'aperçois que les plus grands managers de la planète, et j'en ai discuté il n'y a pas très longtemps avec un manager là, qui va jouer les demi-finales. On parlait déjà du recrutement pour la saison 23-24. Et il me dit, voilà, est-ce que c'est un bon mec ? Est-ce que c'est une bonne personne ? Comment il est ? C'est quoi sa cellule familiale ? D'où il vient ? Et ça, c'est hyper intéressant. Et ça m'intéresse plus que de parler statistiques, honnêtement. Oui, c'est marrant, dans notre première discussion, en fait, on a beaucoup parlé de ce côté humain, et tu disais que tu es plutôt un expert dans l'homme que le rugby, quoi. Ouais, moi je comprends pas grand chose au rugby, mais j'ai la faiblesse de croire que je comprends un peu Mon job, c'est pas de connaître le rugby, c'est de connaître les joueurs et les entraîneurs et les présidents, en fait. Je pense que tu connais un peu quand même. Hein. Allez, d'ailleurs, les coachs, ils ont des agents aussi ? Bien sûr. Et est-ce qu'ils gagnent autant que des joueurs ou un peu moins, ou c'est quoi ? C'est des informations publiques, ça ? Tu as 7-8 managers aujourd'hui qui ont des salaires d'internationaux, voire plus. D'accord. Parce qu'en fait, ils sont responsables quand même. Tu sais, est-ce que ça paraîtrait incohérent d'expliquer aux gens qu'un directeur général d'une boîte gagne plus que le directeur commercial ou que le commercial ? C'est un peu cette idée-là. Le recrutement, à mon sens, le plus important d'un club,
c'est de savoir qui va être le leader du projet sportif. Donc, qui va être le manager sportif. C'est fondamental. Moi, j'ai toujours eu alors, c'est un raccourci, hein, mais un club joue comme son entraîneur et un club est comme son président. Pardon, tu peux répéter, un club joue comme son entraîneur et est comme son président. Ouais. Dans l'imagerie, si tu veux, l'image que tu as d'un club, quand tu les vois jouer, c'est l'image du manager. Et le comportement et l'image que tu peux avoir du club, elle est souvent subordonnée à celle de son président. C'est vraiment intéressant parce que je connais pas assez bien, on va dire, les personnalités des coachs, et surtout des directeurs. J'ai un peu de mal. En fait, c'est marrant parce que à partir de maintenant, je pense que je vais m'intéresser beaucoup plus à qui sont les directeurs, en fait. Fais cet exercice, TK. Il y a un truc qui est très, très rigolo à faire. Tu prends toutes les équipes du top 14, d'accord? Tu prends les managers et les présidents. Tu vas faire un peu de travail et tu vas regarder le parcours des managers et des présidents. Et tu vas coller à l'image que tu as du club et de la façon dont ils jouent. C'est un exercice hyper intéressant à faire. Ah wow, j'invite tous nos écouteurs de faire ça. Ça a l'air... Ouais, je pense qu'on a trouvé la raison pour te réinviter l'année prochaine. Avec grand plaisir. On avait commencé cet épisode en disant on va parler des grands mouvements de l'année. Donc, on va finir avec ça, peut-être. Déjà, vous pouvez aller sur www.allrugby. Ils ont un bon petit truc qui explique tous les mouvements. Pour toi, c'est quoi les grands mouvements de l'année? De par mon métier, il n'y a pas de grands ou de petits mouvements, en fait. Il n'y a que des mouvements. Et pour moi, re-signer dans son club, c'est un mouvement. Je ne sais pas si je l'avais déjà dit au précédent podcast, mais le président de la Ligue aujourd'hui, qui s'appelle Jean-René Bouscatel, que j'ai connu quand il était président du Stade Toulousain, il m'a sorti une phrase un jour qui restera gravée. Il m'a dit « Quand le Stade Toulousain recrute un joueur à l'extérieur, c'est un échec. » Parce que ça veut dire qu'on n'a pas su le former. Pour ça que j'insiste, renouveler un joueur, pour moi, c'est tout aussi important que de faire venir quelqu'un de l'extérieur. Une fois qu'on a dit ça, les mouvements... On n'est pas dans une saison où il y aura de gros mouvements. Le rugby a cette particularité, c'est qu'on les fait de cycles. Et les cycles vont d'une Coupe du Monde à l'autre. Et généralement, on va dire, les mouvements les plus médiatiques, ou ceux qui font un peu plus de buzz, arrivent généralement après les Coupes du Monde. Parce que là, tous les internationaux ont fait leur duty, ont fait leur devoir par rapport à leur sélection nationale, et ils veulent connaître autre chose. C'était vrai en 2007, c'était vrai en 2011, c'était vrai en 2015, etc., etc. Donc là, on va avoir, à mon sens, des nouveaux plus intéressants en 23-24. Après, je vais pas donner une notion de valeur par rapport à un mouvement qui est plus intéressant qu'un autre, etc. Tu vois, je disais tout à l'heure qu'on a à peu près 1000 pros. Sur les 1000 pros, il y a entre 300 et 400 joueurs et entraîneurs. Alors, on va parler que des joueurs en l'occurrence, mais en fin de contrat. Donc, les mouvements, c'est à peu près, allez, j'ai pas le chiffre exact, mais c'est à peu près un tiers de cette population-là qui renouvelle ou qui change de club. Donc ça, c'est pour donner à peu près le volume. Donc, difficile pour moi de dire, ce changement-là, il est plus pertinent que l'autre, etc., parce que j'y donne une subjectivité et en plus... tu commences à voir un peu ma façon de travailler. Il y a des mouvements dont personne ne parle, mais qui pour moi sont hyper importants parce que je sais que ce garçon-là sera super bien avec cet entraîneur-là, dans cet environnement-là, et ça fait pas la une. Et je m'en fous. Mais pour moi, je sais que c'est un changement de vie qui est fondamental et ça va payer. Donc, il n'y a pas de grands mouvements. Voilà, il n'y a que des mouvements. D'accord. Il y a quand même pas mal de retraites aussi cette année. Et quand j'ai regardé, il y a des énormes noms, en fait, qui seront pas là l'année prochaine. J'en dis juste quelques-unes. Victor Vito, Picamol, Trinduc, Maestri, Grado, Chouli, Médard. C'est comme presque une équipe de France qui prend la retraite, là. Ouais, c'est une génération à 35 ans et plus qui me fait énormément vieillir parce que sur les 5 ou 6 que tu as cités, j'en connais 5 très très bien. Et je les connais depuis quasiment, pour certains, depuis le début de ma carrière, ou tout au début. Et je me dis, waouh, ça fait 18 ans que je collabore avec ce type. Et c'est une vie, 18 ans. C'est une vie. Ils vont nous manquer. Alors c'est intéressant, tu vois, quand tu discutes un peu avec eux,
tu essaies de voir avec eux comment ils ont traversé ces 15 ou 20 années de rugby. Et les changements, tu vois, ils disent tous à peu près la même chose. Ils ont toujours une passion sans limite pour le jeu, pour le rugby. Ce qui va leur manquer, tu sais, c'est le bruit des crampons dans les vestiaires et l'odeur de camphre dans les vestiaires et tu sais, le huddle quand ils se rassemblent et qu'ils se parlent, etc. Ils disent voilà, ça c'est ce qui va me manquer, etc. Ce qui va pas leur manquer, c'est la pré-saison et le travail physique. Ça va pas leur manquer. Mais ça va, pour le reste, ouais, ça va leur manquer. Et ils voient une évolution, notamment chez les jeunes, où ils pensent que les jeunes sont de mieux en mieux préparés, et physiquement, et alors, intellectuellement, je le dis mal, mais d'un point de vue comportemental. Ils sentent qu'aujourd'hui, la génération est beaucoup plus professionnelle que lorsque eux ont démarré. Peut-être aussi parce qu'ils étaient à une époque où on s'imaginait pas forcément de faire de ce jeu un métier. Alors aujourd'hui, tu as des générations qui vont dans le rugby professionnel pour en faire un métier. Alors ça implique d'autres choses derrière, hein, positives et négatives, mais voilà, la grande mutation, c'est ça. Et aussi on va dire la professionnalisation des clubs, où c'est devenu beaucoup plus carré que ça ne l'était auparavant. Ça va de la nutrition aux équipements, aux facilities, etc., la rigueur, les séquences. Bon, voilà, ils ont vu leur sport évoluer, et je l'ai vu aussi, et c'est vrai que voilà, tout le monde est devenu de plus en plus professionnel quelque part. Ouais, c'est pas une mauvaise chose d'avoir un peu plus de gris dans sa barbe. Donc là, juste avant, en fait, tu as parlé de l'idée que parfois des transferts les plus connus, c'est pas forcément celles qui ont fait la une. Et j'avais une question sur est-ce que toi, en tant qu'agent, tu sais que tiens, un tel, il serait mieux dans cette équipe X que l'autre par rapport à la ville, par rapport à sa personnalité, par rapport à la coach. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de ça? Ouais, alors je vais pas donner un exemple actuel, mais comme ça, je me fâche avec personne. Mais une de mes plus alors pas réussite, c'est pas le mot, mais un mouvement ou un accompagnement dont je suis le plus fier concerne un joueur qui a été international, qui s'appelle Julien Brugnot, pilier, etc. Julien, moi je l'ai connu quand il était à Bordeaux, ensuite il était à Montpellier. Et à Montpellier, il avait quelques difficultés, qui était en première division à l'époque, parce qu'il trouvait pas de son temps de jeu, mais malgré tout, comme c'était un pilier, comme c'était quelqu'un qui avait une formidable capacité en mêlée, etc. Il était sollicité par des clubs de top 14. Et après une longue discussion avec lui, je lui ai dit, écoute, je pense qu'aujourd'hui, il faut que quelque part tu repartes à zéro, que tu réapprennes ton métier, et peut-être être moins ambitieux sur le club, où certainement ça sera beaucoup plus joli, beaucoup plus clinquant, peut-être plus bling-bling, mais tu auras moins de temps de jeu. Et je pense que la bonne solution, c'est d'aller en deuxième division, dans un club sérieux, et bon, ça n'a pas été facile, mais comme c'est un homme intelligent, il a compris ce que je voulais dire, et ça lui correspondait aussi. Et donc de Montpellier, on est passé à Dax, qui était en deuxième division à l'époque, avec un jeune, entre guillemets, entraîneur qui démarrait à l'époque, qui s'appelait Marc Lévremont. Ah. Et quand il arrive à Dax, il devient le taulier de la mêlée. Il joue tout le temps, il est juste incroyable. Dax monte en première division, et il est en équipe de France après. Tu vois, ce shift-là, ce mouvement, pour moi, ça a été hyper bénéfique. Hyper bénéfique. Mais c'est très difficile à expliquer et à faire comprendre. Et pour le joueur, c'est difficile d'accepter parce que c'est tous des compétiteurs. Si tu veux, quand tu parles avec tous les joueurs, ils vont tous te dire non, mais moi, ce que je vis, c'est l'équipe de France, quoi. Mm-hmm. Et c'est très difficile de leur dire à un moment, au risque même de te fâcher avec lui, hein, de dire voilà, écoute-moi, je pense que là, vaut mieux que tu ailles sur quelque chose de moins ambitieux. Ça va peut-être durer 2 ans, mais ça va nous permettre de basculer peut-être sur autre chose derrière. Ça, pour moi, et je suis très ami avec Julien, on s'appelle très quotidiennement, je continue à discuter et à échanger avec lui, à l'aider sur sa carrière d'entraîneur. Et il a cette même démarche, si tu veux, en tant qu'entraîneur, c'est de dire, voilà, je vais d'abord apprendre mon métier dans un club un peu moins ambitieux, et après on verra.
Et ouais, c'est hyper touchant parce qu'en plus on a connu des moments très difficiles hein, avec Julien où justement à la fin de son contrat de Dax, on avait des possibilités dans des grands clubs de top 14 parce que forcément, il était international, ça marchait super bien, donc on avait réussi notre coup. Blessure. Certains camarades journalistes pas bien informés disent que c'est une blessure très grave au niveau des cervicales, donc quand t'es pilé, c'est compliqué. Et plus rien. Le téléphone ne sonne plus. Et c'était, moi j'étais effondré quoi parce que j'avais voilà, je trouvais ça injuste, etc. Et c'est même lui qui m'appelait pour me remonter le moral, si tu veux. Et il me disait mais c'est pas grave, je vais m'inscrire au chômage, t'inquiète pas, c'est que du rugby. Et je continue à bosser et la providence fait que je l'appelle un jour et je lui dis qu'est-ce que tu fais samedi prochain? Ben écoute, rien. Pourquoi? Ben, parce qu'on va en Irlande, on va visiter le Munster. Ah. Et là, il me dit quoi? Viens, je te promets, on va visiter le Munster. Viens. On va au Munster, il fait des tests, il discute avec les gars, et pendant que lui discute avec les coachs, moi je suis avec le directeur général du club, et je discute son contrat, pour lequel le club, le Munster m'avait mandaté, en me disant voilà, on est vraiment intéressé par lui, et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et bah, à la sortie de ce week-end, il avait un contrat entre les mains avec le Munster, quoi. Chouette. Qui était la référence absolue du rugby européen. Et ça lui a permis d'aller au Racing derrière, etc. etc. Ouais, c'est une belle histoire, ça. C'est chouette, hein. Ouais. Oui, ça me fait penser aussi à de Dax. Il y avait Fabien Pelouse qui disait qu'il aimait bien ce moment-là parce qu'il sortait de la plage, allait au stade avec des sables dans ses crampons. Écoute, ça fait vraiment plaisir de te reparler. J'ai encore plein de questions, mais je pense que ça va être pour un autre moment. On fait 2 émissions en une, si tu veux. On fait 2 podcasts en une. Bah écoute, juste pour finir en fait, la dernière fois, tu avais dit que les choses qui étaient importantes dans le monde de rugby ou dans le monde de sport aussi, dans l'avenir en fait, c'était les e-sports et aussi le rugby à 7. Et tu voulais faire un championnat de 7 juste avant le final de Top 14. Donc j'ai une idée pour toi. En fait, l'idée c'est qu'on fait on fait un espèce de concours de jeux vidéo de rugby, des e-sports avec des jeunes joueurs de rugby. Qu'est-ce que tu en penses? Ah. Et alors, l'idée, c'est quoi? C'est de créer son un peu ça, tournoi de jeux vidéo de rugby, un peu comme un FIFA, un tournoi de FIFA, mais avec des jeunes stars de rugby aujourd'hui. Ouais, écoute, ça peut être rigolo. Je pense pas que ce soit des joueurs de l'équipe de France qui gagnent, mais pour le coup. Mais ouais, non, ça peut être rigolo de dire que chaque club... tu vois, chaque club dit bah voilà, il nous faut deux gamers pour représenter le club sur un jeu vidéo sur le rugby. Ça peut être marrant, ça. Ça peut être pas mal, hein. Et l'autre chose aussi, c'est en 2031 et 33, the USA, on a gagné les coupes de monde, hein. Donc la question c'est est-ce qu'on y va ensemble? Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Bon. Bah écoute, on finit là. T'avais dit quelque chose aussi. T'avais dit c'est que du rugby, et je trouve ça marrant. Et c'est une expression que j'entends beaucoup de mon pote, avec le pote Théo, le grand Théo. Il dit ça assez souvent. Et je trouve ça quelque part, ça résume un peu cet esprit de rugby que j'aime beaucoup. Je te remercie énormément d'être là avec nous ici à Pack de Potes. Merci à vous. Donc voilà, notre entretien avec Miguel Fernandez. Vraiment, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, beaucoup. Ouais, merci Miguel, merci Ticket pour ton talent d'intervieweur. Et puis si vous aimez, comme nous, ces épisodes et ces interviews, n'hésitez pas à les liker sur vos différentes plateformes de podcast et puis à les pousser sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Vous savez que nous sommes furieusement connectés, donc n'hésitez pas à faire notre promotion et nous vous le rendrons bien sûr au centuple. En parlant de ça, j'aimerais bien dire un petit quelque chose à Roxanne qui m'a contacté via Instagram. Donc Roxanne, elle est joueuse de rugby avec une super bande de copines. Donc c'est le club de Atis Mons 91. Donc ils cherchent à recruter de nouvelles filles, en fait, parce qu'aujourd'hui ils jouent à 10, mais le projet c'est d'arriver à jouer à 15. Donc voilà, vous pouvez aller chercher sur leur Instagram, c'est rugby-fracas. Donc Rugby Fracas de club de Atis Mons 91. Merci Roxane. Roxane. Allez, à plus tout le monde. Oui, salut tout le monde, bye bye.